Bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Eh ben, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et bonne écoute. Bonne écoute. Ciao, ciao. Ciao. Hello à tous, bienvenue dans les émotions d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aristide. Salut, Salut. comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ça va super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, que ça soit pro ou... Alors, le parcours. Donc, faut que je donne envie aux gens ou pas? Parce que en soi, le parcours, il était assez simple. Comme vous savez, je suis scénariste et mon parcours, ça a été très simple, c'est que j'ai fait aucune école. Ah oui, ok. Voilà, ça met tout de suite les bases. Moi, en soi, mon parcours, il a été assez simple, très standard. J'ai fait bac S parce que à l'époque, on m'avait dit que il fallait absolument faire ça parce que sinon tu t'avais pas de métier. Mm. Ensuite, je suis parti tout de suite à la fac en psycho. Ça a duré 4 ans. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre. Je faisais plus que écrire mes romans pendant les cours. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, faut peut-être arrêter là. Voilà. Oui. Donc, je suis parti. Et je me suis focus à 200% sur mes récits. Après, parcours pro, c'est assez éclectique parce que quand t'es scénariste, tu fais plein de boulot. Et genre plein. Donc je suis passé dans la banque, je suis passé dans les transports en commun, je suis passé un peu partout pour de un trouver de l'argent parce que l'argent c'est bien et aussi pour découvrir des nouvelles choses parce que malgré tout les scénarios tu les apprends sur le tas et du coup tout ce que tu vas voir autour de toi que ce soit la vie de tous les jours, les jeux vidéo, n'importe quoi, ça te donne des idées. Tu sais jamais te former à ce sujet-là. Donc, forcément, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et me voici aujourd'hui à avoir écrit une trilogie de romans. Là, je suis en route avec plusieurs BD. Et en plus de ça, je donne des cours de scénario dans une école de chez nous, MJM Graphics. Ok. Voilà, c'est à peu près un bon résumé, on va dire. J'ai fait de la vidéo aussi, beaucoup de vidéos, en scénario et en réal. Et voilà. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Ouais, ça t'a permis de découvrir plein de domaines, du coup, c'est hyper cool. Oui, totalement. Ouais. Totalement. Mais ça, c'est ce que je dis à mes étudiants de base, c'est que de toute façon, dans ce métier-là, que ça soit le scénario ou même l'art en général, vous avez intérêt à aller partout. Et à aller dans tous les domaines parce que tu vois là par exemple moi je suis scénariste de base, j'étais romancier et en fin de compte tout ce que j'écris peut aller sur tous les médias en fait. Donc pourquoi juste se limiter à une seule chose? Et comment du coup t'as commencé à rentrer un peu dans ce domaine, à écrire ou à carrément animer? Alors du coup à écrire c'est une assez drôle d'histoire on va dire. C'était médical. En fait, depuis que je suis gamin, je suis migraineux, mais des migraines très très violentes, à tel point que j'ai déjà balancé un tabouret sur mon beau-père parce que je pouvais pas supporter le bruit de ses pas. Ah oui. Ouais, vraiment très très grosse migraine. Okay. Du coup, à tel point que je suis allé voir des neurologues. J'ai fait beaucoup d'examens et il s'est avéré que je n'avais absolument rien au cerveau. Tant mieux. Et à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit est-ce que tu as essayé d'écrire? J'ai regardé, j'avais 12 ans quand ça a commencé, donc j'ai regardé, j'ai fait non. J'ai fait essaye peut-être. Ok, vas-y, je prends le conseil. J'ai tenté d'écrire, bon c'était nul, c'était clairement nul ce que j'avais écrit, mais j'ai tenté d'écrire malgré tout. Et là, plus de douleur. En fait, alors c'est pas du tout un terme médical du coup, mais la conclusion ça a été qu'en fin de compte j'avais trop de choses dans la tête et qu'il fallait que ça sorte. Du coup, t'écrivais un peu ton passé ou des histoires carrément?
que des histoires en fait, vraiment que des histoires de fantaisie, alors d'horreur aussi parce que j'aime beaucoup l'horreur. Rien de, on va dire personnel. Enfin, Ok. c'est pas tout à fait vrai. Attends, je reformule. Rien de, comment on appelle ça, de la vie réelle en fait. Je mets beaucoup de personnel dans mes écrits. Au niveau de la psychologie, au niveau de ma vision de la vie, mais toujours baigné dans de la fantaisie et dans de la fiction. Ok. Ça a été le côté vraiment pour écrire. Après, pour animer, du coup, parce que genre, oui, tu parles d'animer. Oui. Je pense que tu parles des JDR, par exemple, des jeux de rôle. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, au niveau des jeux de rôle, pareil, j'ai commencé à mes 15 ans parce que les douleurs reprenaient. Et du coup, j'ai eu la chance, à ce moment-là, d'en parler avec un de mes cousins qui m'a dit, bah écoute, moi, je viens de me lancer dans quelque chose. Alors, ça parlera peut-être aux anciens. Je me lance dans le donjon de Nullbuck en jeu de rôle. Ah oui. Et du coup, je me dis, tu veux faire un test? Vas-y, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc pourquoi pas? Et j'ai kiffé, j'ai clairement kiffé. Et du coup, depuis mes 15 ans, je me suis mis à en faire en tant que joueur. Puis à un moment donné, ça me suffisait plus. Donc, j'ai commencé à écrire les miens et j'ai commencé à me lancer dans la masterisation de parties. Et là, je vais sur mes 32 ans et j'y suis toujours. Ok. Et comment, en tant qu'écrivain, tu travailles ton imagination et tout pour créer des histoires captivantes, crédibles? Alors, à ce niveau-là, je vais te donner ma façon de faire parce que à force d'en discuter avec d'autres écrivains, je me rends compte qu'on n'a pas du tout tous la même façon de faire. Moi, ma façon de faire, c'est simple, c'est que je laisse venir. C'est-à-dire que je ne me force pas à écrire. Si à un moment donné je n'y arrive pas, je sais pas les idées ne viennent pas, et tu réécris 15 fois le même paragraphe et tu te dis toujours putain c'est de la merde. Non, à un moment donné c'est qu'il faut arrêter. Il faut pas se forcer, ça sert à rien. Va faire un tour. Va jouer à un jeu vidéo, va regarder un film, n'importe quoi, mais juste fais autre chose. Et ça a été très compliqué pour moi et pour ma conjointe du coup d'accepter ça parce que dans ces moments-là, t'as l'impression de rien foutre. Oui. Enfin, tu vois, moi, ça me passait des fois une semaine entière juste à jouer à un jeu vidéo, à pas toucher à une page et me dire, mince, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Et en fait, malgré tout, c'est se former. Parce que t'apprends des choses, t'apprends des systèmes scénaristiques, tu t'apprends aussi beaucoup de conneries, hein, c'est normal. Mais en fait, tu te formes. Chaque chose que tu vas faire en tant qu'humain, à mon sens, ça va te former en tant qu'écrivain. Parce que tu vas te baigner dans le réel, dans la fiction, dans les émotions. Donc, tout ça, c'est ce qui va faire ton terreau, en fait, imaginatif. Et à partir de là, c'est là que germent les histoires, en fait, tout simplement. Donc, il faut prendre soin de ce terreau. C'est ce que je dis à mes étudiants, c'est prenez soin de ça. Et surtout, moi, personnellement, comment j'écris, j'écris au fil de l'eau. Je sais, c'est pas bien, il y a plein de gens qui disent qu'il faut pas le faire, mais je me surprends dans mes histoires. Ouais, ça c'est bizarre dit comme ça. Comment? En gros, tu vois, je vais écrire, et puis à un moment donné, je vais me dire, ah, mince, ce personnage-là que j'ai mis complètement par hasard à un moment donné parce que j'avais besoin d'un personnage. Mince, en fait, c'est l'antagoniste principal d'une trilogie. Waouh. Ok, j'étais pas au courant. En fait, c'est le truc que ça, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que lorsque vous êtes écrivain, et ça vaut pour tout, pour tous les styles d'écriture, c'est que n'oubliez jamais que vous êtes juste un observateur. Vos personnages, ils ont leur vie, ils ont leur univers, ils ont toute leur histoire, et vous êtes juste un observateur, un scribe en soi qui doit raconter ce que eux ils vivent. Mais c'est pas vous qui décidez ce qu'ils vivent, c'est eux.
Ça fait très obscur, dit comme ça, très ésotérique. Il y avait alors bon, lui par contre, il était fou. Je vous rassure, je ne suis pas fou. Enfin, j'espère pas. Mais comment il y a Juliette à côté qui fait si. Il y avait l'auteur de alors, je sais pas si ça va vous parler, mais de Conan le Barbare. À un moment donné, il avait pareil fait une interview et la personne lui avait demandé comment vous vient toutes ces histoires. Et lui, il a répondu mais c'est pas mes histoires, c'est Conan qui me les murmure à l'oreille. Wow. Bon, il s'est avéré que lui, il avait un problème psy, effectivement. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça très vrai. C'est effectivement, moi, je crée des histoires, je crée des personnages, etc. Mais en fin de compte, comme je les laisse vivre de leur côté, rien ne me dit que ce que j'ai prévu pour eux, ça va se passer en fin de compte. C'est fou. C'est fou. J'adore. En fait, ça veut dire que t'adaptes à chaque fois tes scénarios en écrivant. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle l'écriture au fil de l'eau. Alors, on va vous dire dans certaines écoles que c'est pas une bonne chose, qu'il faut absolument pas faire ça. Je connais d'autres scénaristes qui me diraient aussi qu'il faut absolument pas faire ça parce que t'as un risque en fait, t'as un risque de cohérence narrative qui est assez élevé malgré tout parce que comme t'écris au fil de l'eau, oui peut-être que je sais pas, tu vas écrire un récit qui va te prendre 3 ans. Je grossis les choses, mais qui va prendre 3 ans, oui, effectivement, peut-être que 3 ans après, tu as plus de souvenir de ce que tu avais dit au tout début, tu vois. Donc oui, tu peux avoir un risque de cohérence narrative et scénaristique qui pose problème. Mais en soi, là c'est mon ressenti en tout cas sur la question. Moi, ça m'a jamais posé de souci. Parce que tu baignes encore une fois et c'est là que je parle de terreau, c'est tu baignes dans cet univers, tu baignes dans ton histoire, donc quoi qu'il arrive en fait, il y a pas de, tu te souviendras parce que c'est ton univers. Ouais, puis c'est Voilà. c'est en toi quoi. Ouais, c'est ça, c'est en toi. Moi, je me souviens que à l'époque où quand j'écrivais ma trilogie, il y avait pas un moment. Tu sais, quand tu te balades dans la rue, tu vas aller faire des courses. Moi, personnellement, j'aime pas le bruit de la vie, donc je mets toujours de la musique dans mes oreilles. Du coup, je fais mes courses. Hop, j'ai une musique qui passe. J'ai des images de mon roman en fait. J'ai des images de mon univers, de mes personnages qui se battent ou qui font des trucs, etc. T'es toujours dedans en fait. T'es toujours dedans. Mais c'est ça qui fait que t'arrives à créer finalement. Exactement. En fait, j'ai l'impression, ça c'est une réflexion que j'ai assez régulièrement, j'ai l'impression que maintenant, à notre époque, les jeunes, on se met trop de barrières en fait. Trop de barrières dans notre cerveau, trop de barrières dans notre imagination ouais, mais si j'écris ça, ça va forcément être de la merde ou quoi que ce soit, ou non, j'ai pas d'idée. Juliette la première, elle me l'a déjà dit, non mais moi j'ai pas d'imagination. Et en fait, c'est parce que on t'apprend plus maintenant à développer cette imagination. On te dit juste non, faut que tu écrives d'une certaine façon et puis c'est tout. L'écriture d'invention qu'on avait en français, moi ça a toujours été ma bête noire parce que personne n'aimait ce que j'écrivais. Mais en fait, qui sommes-nous, le monde en général, la société en général, qui sommes-nous pour dire non, ce que t'écris c'est de la merde? Non, juste brise tes barrières, écris ce que tu as envie d'écrire, et comme toi ça te plaît, ça va forcément trouver preneur. Oui. Et puis en plus, c'est totalement subjectif. Oui. Totalement. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais démarché des maisons d'édition, en gros, on m'avait dit à un moment donné, est-ce que vous pouvez mettre des loups-garous dans votre roman? Vous avez lu le propos, c'est pas du tout ça en fait. On n'est pas du tout dans un univers fantasmagorique avec des lycanthropes et des vampires. Ouais, mais c'est ce qui marche en ce moment. Mais je m'en fous en fait. Et là, je trouve que ça c'est vraiment très représentatif de cette société en fait et de notre manque d'imagination, enfin de notre de notre blocage d'imagination. C'est que comme les gens courent après l'argent, la réussite, scolaire ou pas, la réussite en général, il faut faire quelque chose qui marche. Oui. Sauf que ce qui marche, alors
je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, hein, mais ce qui marche, c'est beaucoup de merde quand même. Moi, quand je vois ce qui passe à la télé, en film, en série, tout ça, tu fais wow, il y a de ces trucs, mais la télé-réalité en premier, hein, tu te dis mais what the fuck, ok, je comprends pourquoi ça marche, parce que d'un point de vue purement réalisation scénaristique, c'est une dinguerie. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est une dinguerie. Mais par contre, qu'est-ce que c'est de la merde. Ce genre de choses, ou alors des trucs du style, bon, moi alors j'ai grandi au film d'horreur, hein, donc Twilight pour moi c'est une abomination, mais ça a marché parce que à l'époque, ben oui, le vampire ça marchait bien, on était en plein dans la comment on appelle ça, la romantaisie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, dans la romantaisie. Donc forcément, ben oui, des vampires qui sont pas forcément méchants, mais qui sont amoureux d'humaines. Ouais, ça marche trop bien. Mais par contre, ben, quand tu regardes un petit peu le scénar, enfin, ouais, bof. Oui. Et ça te fait pas bizarre, vu que tu baignes constamment dans ton livre quand tu l'écris, une fois que c'est fini, de sortir de l'univers? Là, tu mets le doigt sur quelque chose. C'est que ça me fait pas bizarre de sortir de mon univers parce que j'en sors pas. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est le problème. Enfin, c'est le problème, entre grands guillemets. C'est que, à mon sens, ma façon d'écrire, tu te baignes tellement dans cet univers que en sortir, c'est impossible. Oui. Tu auras toujours des images, tu auras toujours dans ce que tu vas écrire d'autres, tu vois, tu auras toujours pas des références, mais la même façon de penser, tu auras toujours des réflexes en fait scénaristiques liés à ton univers, à ton premier univers en fait. C'est un peu le couac, et je l'avoue, moi, le problème que ça me pose, c'est que on a fait le test, hein, on m'a demandé à un moment donné d'écrire quelque chose de bien particulier. Je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose qui était pas du tout dans mon style. C'était ça va pas me revenir. Bref, c'était quelque chose qui n'était pas du tout de l'horreur ou de l'urban fantasy. C'était, je crois que c'était quelque chose d'amour, de la romance. Oh, moi, j'y connais rien en romance. Hein, c'est pas du tout mon style d'écriture. Ben, ça m'était impossible. Du coup. C'était dans ton univers que. C'est ça, voilà. Après, c'est un parti pris, tu vois, parce que, ben oui, du coup, je leur ai dit clairement, ben écoutez, je peux pas. Juste, ben, je trouve qu'il faut être honnête avec soi-même et avec les gens à ce niveau-là. C'est que tu sais que tu as un univers et peut-être que tu n'arriveras pas à en sortir. Il faut accepter ça. Et c'est pas dur, du coup, vu que tu baignes tout le temps de terminer tes œuvres, parce que ça doit tourner continuellement, du coup, la vie de tes personnages un peu. Là, c'est un autre point, c'est qu'effectivement, là, je vais encore parler personnellement, j'ai du mal à terminer mes histoires. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, trouver une bonne fin, c'est compliqué. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, les personnages, c'est pas parce que l'histoire est finie que les personnages ils sont morts ou leur histoire est terminée ou quoi que ce soit. Donc, ben, en fin de compte, je trouve que c'est pas compliqué, parce que ça te donne de la matière à côté. Imaginons, là, tu vois, j'ai écrit une trilogie. Bon, il y a un point final, vraiment un point final. Bon, c'est fin en ouverture, donc pourquoi pas. Mais il y a un point final. Par contre, dans cet univers-là, j'ai encore énormément de choses à raconter. Oui. Donc, pourquoi pas d'autres personnages? Pourquoi pas d'autres, enfin, ce qui se passe plus tard ou ce qui s'est passé avant? Pourquoi pas? Là, en fait, quand tu crées un univers, c'est pas une histoire que tu crées. Tu crées un univers. Mais dans cet univers, il se passe plusieurs histoires. Moi, j'ai choisi d'en raconter une, mais il y en a plein d'autres. Ok. Ah oui. Oui, ça se tient finalement. Mais quand tu regardes, bah alors, lui c'était vraiment un goat, mais quand tu regardes Tolkien, il a créé une langue de base. Ensuite, il a créé un univers et il a créé plein d'histoires dans son univers qui se passent pas aux mêmes époques, qui se passent pas avec les mêmes personnages, etc. Mais ça a commencé comme ça en fin de compte. Il a créé un univers. Il est fou. J'adore.
Voilà, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Je sais plus. Bref. Parce que tu demandais est-ce que Oui. c'était sûr de sortir de son univers? Oui, c'était Ah oui, un peu voilà. ça. Et- Donc, oui, pour répondre à la question, oui, c'est difficile. C'est très Oui. difficile. Et du coup, ouais, pardon, je digresse encore, mais Pas de souci. du coup, t'as un univers où t'arrives à avoir plusieurs un peu univers. Parce que vu que t'écris pas toujours les... Enfin, t'écris un peu dans plusieurs styles, puis t'écris tes jeux de rôle aussi. Est-ce que finalement tout tourne dans le même truc vraiment, ou t'as plusieurs univers aussi, ou... Alors, Non, à ce niveau-là, j'ai la chance, j'avoue, j'en ai pas discuté avec d'autres personnes, mais je pense que ça doit être un peu pareil pour tout le monde. C'est que j'ai la chance d'avoir une imagination très fertile et que quand un univers me plaît, je m'y baigne très facilement. Mhm. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai plein d'univers. Oui, ok. J'ai pas de difficulté à, par exemple, je prends un exemple. J'aime beaucoup le jeu de rôle Knight. D'ailleurs, je vous le conseille si vous aimez le jeu de rôle, jouez à Knight, c'est très bien. Et par contre, à côté de ça, donc ça se passe en 2038, hein, donc c'est maintenant, c'est de la geste arthurienne. Par contre, j'adore aussi Donjons et Dragons. Donc c'est du médiéval fantastique. Ouais. Donc vraiment rien à voir. Et pourtant, comme j'aime les univers, j'arrive à me mettre dedans sans souci. Ouais. Après, c'est un autre problème aussi. Ça peut être un autre problème parce que du coup, si un univers ne me plaît pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Oui. Ah oui, du coup, oui. Donc c'est un peu la contrepartie. Mais ça veut dire quand tu te balades dans la rue ou tout le temps, tu penses toujours à quelque chose, à tes personnages et tout? Ouais, totalement, ouais. Effectivement, les trajets en voiture, c'est génial pour ça. Parce que comme avec Juliette, on fait des très longs trajets, forcément pour se balader un peu partout en festival ou quoi que ce soit, il y a le temps. Donc il y a le temps d'imaginer. Oui. C'est le moindre truc en fait est prétexte à imaginer. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Quand on est parti à Athènes en vacances, en gros, à un moment donné, il y avait trop de bruit, il faisait trop chaud, enfin, on n'était pas bien psychologiquement. On s'est dit, vas-y, on marche et on crée une histoire. Et ben ça a marché super bien parce qu'en fin de compte, juste te balader, ça te permet d'activer, on va dire, tes muscles et du coup ton cerveau et en même temps, tu fais rien d'autre, donc t'es focus sur ce que tu fais et ça passe. Puis je sais pas, tu vas regarder tout bête, hein, tu vas tourner la tête à gauche, tu vas voir une boulangerie. Tu vas dire tiens, je créerais bien une pâtisserie, tu vois. Ouais. Pourquoi pas? C'est bien parce que vous avez des métiers qui se complètent un petit peu finalement. Ah oui, ça oui, effectivement. Ça, j'ai la chance effectivement d'être tombé sur Juliette, ouais. Et comment tu fais, comment vous faites tous les deux finalement pour pas oublier vos idées, surtout quand vous êtes en voiture? Pour ne pas les oublier? Bah oui, parce que si ça fuse tout le temps, il y en a qui peuvent se perdre des idées, non? Alors oui, il y en a certaines effectivement qui peuvent se perdre. Après, c'est très rare malgré tout parce que encore une fois, j'aime bien cette image du terreau, tu vois. Mhm. C'est que j'allais dire du mucus, pas du tout. C'est des nutriments que tu rajoutes au terreau. Donc malgré tout, même si tu as une petite idée vagabonde qui mène pas à grand chose, c'est pas grave, elle est là et elle est rentrée dans ton cerveau. Donc quoi qu'il arrive, elle ressortira. Okay. Si elle doit ressortir. Ouais. C'est là aussi le comment on appelle ça, la contrepartie, je trouve, de l'imagination, c'est que t'imagines tellement de choses qu'il y a forcément des choses qui vont pas ressortir. Mais c'est pas grave, il faut l'accepter, c'est que ça ne devait pas sortir. Ça ne rentrait pas dans ton imagination à toi. Mais tu pars du principe que s'il y a des choses que tu oublies, c'est qu'elles devaient pas être là finalement. Enfin, pas être là. Ouais, c'est ça. De cette manière. Ok. C'est exactement ça. C'est en fait ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure de ne pas forcer l'imagination. Oui. C'est que quoi qu'il arrive, au niveau de l'imagination, rien n'arrive par hasard. Le cerveau humain ne peut de toute façon, le cerveau humain, cognitivement parlant, ne peut pas créer de toutes pièces. C'est impossible. Merci les études de psychologie pour ça. C'est que cognitivement parlant, on ne peut rien créer. On peut faire des amalgames, on peut faire des combinaisons et du coup créer de nouvelles choses. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas créer de toutes pièces. Donc forcément, si
tu as une idée quelque part, je sais pas, en voyant un arbre, un oiseau, qu'importe, si tu as une idée qui vient, ben elle va se combiner à quelque chose d'autre pour créer quelque chose de nouveau. Si jamais elle se combine pas et que l'idée ne ressort pas, c'est tout simplement qu'en fin de compte, tu n'as pas trouvé de combinaison adéquate à ce que tu écrivais. Ok. Ouais. Mais il faut l'accepter. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile d'accepter, de se dire ouais, j'engrange, et puis en fin de compte, ben, à un moment donné, c'était pour rien. Et, Voilà. Je saurais pas. Si, totalement. et c'est Non, mais quoi un peu les... Est-ce que tu peux nous raconter un peu je sais pas, en gros, les histoires que tu racontes dans tes romans? oula. Ouais, alors attends, du coup, je vais essayer de faire une réponse courte. Les histoires que je raconte dans mes romans. Du coup, je vais te parler du coup de mon chef-d'œuvre qui est Le Masque du Cauchemar. En soi, moi j'aime beaucoup l'urban fantasy. Donc l'urban fantasy, c'est l'époque actuelle, mais avec quelques soupçons de fantasy. Donc par exemple de l'ésotérisme, des pouvoirs, sociétés secrètes, ce genre de choses. Ça c'est l'urban fantasy. Dans mes histoires, en fait, tu vas plonger déjà dans l'urban fantasy et tu vas plonger surtout dans l'esprit d'un jeune homme, d'un jeune adulte qui ne comprend pas ce qui se passe. Et toi, en tant que lecteur, tu dois être pareil. Tu ne dois pas comprendre ce qui se passe, tu dois recoller les morceaux petit à petit et te rendre compte que peut-être, en fin de compte, on te ment et que tu ne sais pas qui tu suis. Est-ce que tu suis l'antagoniste? Est-ce que tu suis le protagoniste? En fin de compte, c'est compliqué, tu vois, parce que le monde n'est pas fait de blanc et de noir, il y a que des nuances de gris. Du coup, forcément, tu peux pas savoir en fait lorsque tu vas voir. Dans mes romans, par exemple, il y a une phrase qui est, je trouve, assez intéressante, c'est que, bah oui, effectivement, je veux leur montrer la vérité sur le monde. Là, en tant que lecteur, tu dis ouais, ça c'est une bonne chose, ça c'est bien, ça effectivement, parce que on a besoin de vérité dans notre univers. Pour autant, pour leur montrer la vérité, je serais capable de leur arracher les paupières pour qu'ils le regardent. Ouais, en tant que lecteur, tu dis ouais, quand même. Est-ce que la vérité mérite ça malgré tout? Enfin, ouais, c'est chaud quand même. Voilà, ça c'est clairement le genre d'histoire que je raconte. C'est tu suis un jeune adulte qui est baladé là-dedans de putain, on veut ma mort, j'ai aucune idée de pourquoi, j'ai une puissance incommensurable, je ne sais pas pourquoi, et en même temps, je commence à perdre pied, à devenir de plus en plus inhumain, bestial dans ma psychologie. Et pour autant, ça me dérange à certains moments, et en même temps j'aime ça, tu vois. Du coup, tu suis en fait. Bon, alors dans toute une histoire, on va dire, il y a tout un scénar derrière, bien sûr, avec des antagonistes très très rigolos, etc. Mais tu plonges dans cet esprit totalement en perdition. Je sais pas si ça répond assez à ta question. Ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé, mais j'avais pas réussi à comprendre vraiment, et du coup là, c'est vraiment tout. Ouais, désolé, c'est vrai que quand j'en parle sur le comment on appelle sur le coup, c'est un peu cryptique. Ouais, mais c'est hyper original et intéressant. Merci, c'est gentil. Et du coup, c'est quoi ton processus d'écriture un peu Mon processus d'écriture, il est super simple. C'est que je me balade tout le temps avec mon ordi. Et lorsque je sens qu'il y a besoin d'écrire, j'écris. Voilà. Ah oui, ok. Pas plus simple. Ah non, il y a pas plus simple. C'est vraiment, il y a pas de, comment on appelle ça, il y a pas de mystère, il y a pas de source secrète ou quoi que ce soit. C'est dès que tu sens que ça vient, faut écrire. Et ça veut dire qu'après, du coup, tu recolles tous les morceaux de tous les moments où t'as eu besoin d'écrire? Alors ça, il y a certains scénaristes qui font comme ça. Effectivement, moi c'est pas mon cas. C'est que je n'écris jamais un morceau qui n'est pas lié directement à ce que je suis en train d'écrire actuellement.
Attends, je vais peut-être reformuler, c'était un peu critique. C'est-à-dire que là, imaginons mon histoire, je me suis arrêté au moment où il ouvre la porte. Imaginons. Ouais. Ah, tiens, j'ai une idée. Plus tard, des chapitres plus tard, il y a tel personnage qui doit mourir. Ouais, mais c'est pas grave, je vais pas l'écrire tout de suite. Ça, je vais pas l'écrire. Faut que j'attende qu'il ait passé cette porte. Ok. Donc, tant que je n'ai pas le passage de la porte dans ma tête, tant que je me suis pas posé avec mon PC en me disant vas-y, j'écris le passage de porte, je n'écrirai pas. Ok. Parce que justement, alors ça, bon, c'est comme je disais, hein, c'est ma façon d'écrire, c'est que ça évite déjà beaucoup d'incohérences narratives. Ouais. Parce que si t'écris un morceau plusieurs chapitres après, bah ouais, peut-être que tes personnages, en fait, ils ont vécu autre chose et ça colle pas avec ce que t'as écrit. Donc, tu vas faire quoi? Soit tu vas essayer de modeler pour ta passe et du coup, ça va être pas terrible, ou alors tu vas directement supprimer ce que t'as écrit. Alors, à quoi bon? Oui, autant faire à la suite, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est ça l'écriture au fil de l'eau en fait. C'est écrit la suite, quoi qu'il en coûte. Même si même si t'as une autre idée, même si t'as envie de. Alors ça c'est ma grande frustration, c'est que là où j'en suis par exemple sur un autre roman, j'ai tellement envie d'écrire ce qui se passe plus tard en fait, mais je peux pas. Je me l'interdis parce que je sais que sinon ça va être de la merde. Ouais, ok. Ouais, désolé, je suis assez cash dans avec mon travail, c'est que je sais très bien que ça va pas valoir le coup en fait. Je vais le supprimer, je vais le retravailler, en fin de compte, je vais me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir écrit ça et tant pis, c'est tout, j'écrirai pas. Et t'as toujours su ça ou c'est venu avec le temps que... Enfin, est-ce que des fois t'as déjà écrit une suite et du coup tu l'as supprimée et tu t'es dit c'est maintenant que tu sais que faut plus faire ça ou... Alors, j'ai essayé une fois. J'ai essayé une fois parce que justement on m'avait dit ouais mais essaye quand même d'écrire comme ça comment ils appellent ça merde. J'ai toujours l'image du tableau en liège avec les fils comme ça que tu remets un peu partout. Quoi. Essaye d'écrire comme ça. Ok, je vais essayer. Ça va pas du tout marcher. Oui, tu sais. Donc, en fin de compte, j'ai supprimé tout ce que j'avais fait. Donc, ça vaut pas le coup. Ouais. Puis ça te fait un gain de temps aussi. Ouais, largement. Ah oui, clairement, oui. Après, faut accepter encore une fois cette frustration de se dire, cette porte, je vais peut-être pas la passer tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? Ouais. Et est-ce que tu fais autre chose en attendant? Est-ce que ça t'arrive d'écrire plusieurs choses en même temps? Ah ouais, ça oui, bien sûr, ouais, effectivement. Déjà, alors ça c'est le côté positif, on va dire, du jeu de rôle, c'est que comme je suis souvent MJ, je dois tout le temps écrire des scénars. Oui. Donc quoi qu'il arrive, j'écris tout le temps. Donc c'est qu'importe en fait de passer d'un univers à l'autre, ça il y a pas trop de soucis. J'ai certains écrits aussi qui dorment là dans mon ordi depuis je sais pas depuis plusieurs années parce que c'est pas le moment. Juste j'ai une idée mais c'est pas le moment. Donc ça reste là. Et c'est le moment quand finalement t'as plus d'idées sur le sujet ou... Ouais, quand par exemple j'ai un projet de BD qui s'appelle Le Résineux, basé sur toute une histoire sur les arbres. Il est dans un coin et le jour où je vais me dire allez, j'ai envie de l'écrire ça et je sens que c'est le moment, c'est pas grave, je mettrai en pause ce que je fais actuellement et j'irai écrire ça. Ok. Trop bien. Je sais pas si c'est trop bien, mais je sais pas, c'est une façon de faire en tout cas et qui fonctionne pour toi, alors c'est cool, ouais. oui, voilà, c'est ça. Faut trouver sa façon de faire, de toute façon. Oui. Et puis c'est ça, c'est que l'avantage avec l'art, on est très libre. Alors, oui et non. Attention, ça dépend pour qui t'écris. Oui, ouais. Voilà. C'est que c'est toujours la même chose de toute façon. Oui, tu es très libre, toi en tant qu'artiste dans ton coin, mais dès que tu es soumis à quelqu'un d'autre, à d'autres forces en présence, on va dire, genre éditeur, producteur, tout ce que tu veux, la liberté, c'est pas tout à fait ça. Ah ouais. Oui. Et comment tu nourris ta créativité au quotidien? Comment je la nourris au quotidien? Ouais. Je regarde beaucoup de films, de séries et de jeux vidéo. Ok. Ça me permet effectivement de beaucoup
encore une fois, beaucoup engrangé de systèmes scénaristiques, d'idées, de combinaisons. En fait, ça te permet de découvrir d'autres univers. Donc, en fin de compte, ça te permet d'agrémenter le tien. Attention, je ne dis pas qu'il faut prendre ce que tu vois pour les mettre dans ton univers, mais ça peut te donner des idées, des trucs que tu n'aurais pas pensé, en mode ah ouais, c'est vrai que par exemple le fait d'avoir un vaisseau spatial, alors il y a pas du tout de vaisseau spatial dans mon univers, mais un vaisseau spatial organique, putain, c'est peut-être une bête idée, je vais peut-être en faire quelque chose, je vais peut-être utiliser ce truc de technologie organique pour mon histoire, parce qu'en fait ça me vient, il y a un truc qui me vient, tu vois. En fait, c'est comme ça que moi j'entraîne ma créativité. La musique aussi, beaucoup de musique, parce que ça y est, attends, j'ai trouvé. En fait, tout ce qui te crée une émotion, ça te permet justement d'entraîner ton imagination. Ah ouais. Oh, c'est beau, je vais la noter celle-là. C'est beau ce que tu viens de dire. Je vais la noter, je vais la répéter à mes étudiants celle-là. Oui, je pourrais en faire une citation. Ah, j'avoue. Et t'as un style de musique qui t'inspire plus que d'autres? Non, tout passe. Il y a, quoique si quand même, qui m'inspire plus, si quand même, on va pas se mentir. Beaucoup de bandes son. Okay. Tout ce qui est OST, etc. Ça peut très bien fonctionner. Alors, en ce moment, non, ça remonte à quelques temps, mais ça a été la bande son de Frostpunk qui m'a vraiment, qui m'a fait écrire une campagne de jeu de rôle sur 5 ans. Ah oui. Voilà. Ah oui. Des fois, quand ça s'écrit, ça s'écrit. Ah oui, bah oui. Comment tu t'organises pour mener du coup tous tes projets un peu en même temps? Alors, comment je m'organise? C'est simple. La théorie du chaos. Allez. C'est vraiment la théorie du chaos. C'est que, en soi, là, alors, encore une fois, heureusement qu'il y a Juliette avec moi parce qu'elle arrive un peu à me driver. Moi, en fait, il y a... De quoi? Vous vous drivez mutuellement, en fait. Oui, parce oui, c'est exactement ça. Elle a dit la même chose, c'est ça? Elle a dit la même chose que toi. Ah bon, je te drive, moi. En fait, le truc, c'est que là, en ce moment, on est exactement dans ce cas-là. C'est que j'ai plusieurs projets qui sont en même temps et qui sont en pause. Parce que j'attends quelqu'un, ou alors j'attends l'inspiration, ou alors il faut une couleur ou quelque chose. Du coup, là, dans l'état actuel des choses, j'arrive pas à écrire. Parce que là par exemple pour Alvéole, j'attends effectivement les couleurs. Pour le masque du cauchemar, pareil, en BD, pareil. Il faut que j'attende. Pour le résineux, tout simplement, j'ai pas l'idée. Je dois faire un remake d'un film d'horreur. Pareil, j'ai pas le truc. Donc là, c'est des projets malgré tout qui sont en pause et auxquels je peux pas faire grand chose malheureusement. À part me foutre un coup de pied au cul et du coup, on sait que ça fonctionne pas. Du coup, là, dans ce cas-là, la seule chose que je peux faire, c'est essayer soit de me changer les idées, ou soit de travailler sur quelque chose qui n'est pas en lien avec mes projets. Ok. C'est un peu c'est le moment frustrant, on va dire, de la création. C'est que par exemple, hier, je voulais écrire, j'ai pas du tout trouvé l'inspi. Donc c'est pas grave, je me suis occupé d'un scénario de JDR pour mes potes pour la semaine prochaine, quoi. Donc voilà, je pouvais pas faire grand chose d'autre. Malheureusement, sur mes projets, je pouvais rien faire. Puis mine de rien, ce scénario, ça peut te permettre du coup de trouver de l'inspi pour ton texte que tu voulais. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah ça, on reste de toute façon dans le terreau de l'imagination, quoi qu'il en soit. Mais dans le projet, dans mes projets en particulier, je pouvais rien en faire pour le moment. Donc c'est vraiment le chaos.
C'est pour ça. Tu vas faire le moindre truc, bah, peut-être que ça a aucun sens maintenant, et peut-être que plus tard ça sortira un roman. On sait pas. Oui. C'est pour ça que j'aime bien la théorie du chaos. Quels sont tes plus grands défis lorsque tu coordonnes des projets artistiques? Waouh, mes plus grands défis. Et quand je coordonne les projets artistiques, oh la vache. C'est une grosse question. Oui, une grosse question. Ouais, grosse question. J'ai une petite réponse. Ma plus grande difficulté. Attends, tu m'as dit quoi? C'était quoi la question? J'ai oublié. La plus grande difficulté, c'est ça? Oui, tes plus grands défis. Ouais, mes plus grands défis. Voilà, pardon, excuse-moi. Ce qui t'inspire, en fait. Ouais, mes plus grands défis, j'aurais tendance à dire gérer les autres. Ah oui. Le management, quoi. Oui. Ouais, parce que alors, c'est pas que je suis très mauvais à ça, c'est que j'ai pas de pincettes. T'es cash. Quoi? T'es super cash. Je suis super cash. Et ça, c'est même avec mes étudiants, je suis pareil. Si tu fais de la merde, je vais te dire tu fais de la merde. Et c'est en fait parce que, à mon sens, et ça c'est à force de travailler par exemple avec Juliette ou avec des amis, c'est que, à mon sens, il y a le privé et il y a le pro. C'est pas pour autant que je vais te dire tu fais de la merde dans le pro que vas-y viens on va pas boire un coup, tu vois, et je vais te faire à manger, quoi. Enfin, ça n'a aucun lien. Le privé et le pro n'a aucun lien. Et le problème, c'est que moi, mon plus grand défi, justement, dans la coordination de projet, c'est que j'ai du mal, du coup, à faire comprendre ça aux gens. Que c'est pas parce que je vais t'en mettre plein la gueule dans le pro que c'est pas pour autant que je t'aime pas. Et malgré tout, comme on fait un travail artistique et du coup, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, émotionnel, il y a beaucoup d'artistes. Lorsque tu fais une remarque sur leur art, ils le prennent personnellement en tant qu'humain. Oui. Et du coup, forcément, c'est compliqué de leur faire comprendre que non, attends, je ne t'attaque pas toi, je te dis juste que là, ce que tu viens de faire, j'aime pas. Oui. Mais encore une fois, j'aime pas, c'est ma vision de la chose. Et à contrario, quand c'est bien, j'imagine que tu le dis aussi. Ah oui, totalement, ouais. Oui. Totalement. Ça, je pars du principe que de toute façon, l'humain ne se focus que sur ce qui va pas. Et du coup, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est excellent, qui est bien, enfin, faut le dire, c'est important. Et quels sont les obstacles que tu as rencontrés en entreprenant dans le domaine culturel? Oula, plein. Le premier obstacle, j'espère qu'ils entendront jamais ça, ça a été ma famille. Ah oui. Le premier, contrairement à Juliette qui elle vient effectivement d'une famille d'artistes, moi je viens pas du tout d'une famille d'artistes. En l'art, alors à part ma mère, mais ma mère c'est encore quelque chose d'autre. Ma mère m'a toujours suivi dans ce que je faisais. Ça, il y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Et c'est ma première fan. Clairement, il y a pas de souci. Par contre, alors moi je viens d'une famille assez nombreuse et qui ont pris la fâcheuse habitude de te donner leur opinion même si tu la veux pas. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de réflexions où on m'a dit par exemple, comment tu peux être romancier, t'as pas fait d'études pour ça. Déjà nique-toi. Mais enfin voilà, c'est ce genre de réflexion en fait. C'est vraiment le côté de oui, mais comment ça te rapporte pas d'argent, donc il te faut un vrai métier. Ce genre de situation, on les a tous connus, hein, mais disons que ça a été omniprésent pendant. J'avais commencé à 15 ans, donc je dirais peut-être pendant presque 10 ans. Ouais. Pendant presque 10 ans, à chaque fois que je voyais quelqu'un de ma famille, paf, c'était ça, sachant que je voyais très souvent ma famille. Après, d'autres obstacles, mes ex-conjointes aussi. Mes ex-conjointes qui clairement n'étaient pas du tout dans l'optique artistique. Et quand je me souviens à l'époque, quand j'étais en psycho et que j'ai dit en fait j'arrête tout et puis je fais ce que j'aime et je vais continuer d'écrire. Je me souviens qu'à l'époque ma conjointe m'a dit mais pourquoi faire?
c'est pas un métier. C'est pas un métier. Oui. Oui. Ben, nique-toi. Encore une fois. Enfin voilà, ce genre d'obstacle, je pense que me concernant, ça a été les plus grands obstacles, parce que je suis quelqu'un de sensible malgré tout, et je peux très vite perdre, on va dire, pas la foi en l'écriture, mais tu sais, avoir ce questionnement de putain, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Ouais. Donc ouais, je pense que ça a été un de mes plus grands obstacles. Et puis après, bon bah sinon de plus grand des obstacles, c'est les éditeurs, mais ça c'est du commercial, donc ça c'est encore autre chose. Et qu'est-ce qui t'a encouragé du coup à continuer et à pas lâcher finalement? Je n'arrivais pas à faire autre chose. Enfin, je reformule. C'est comment? Ce qui m'a empêché de lâcher, c'est que malgré tout, je revenais toujours à ça. C'est que, comme je te disais, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai un CV long comme le bras parce que j'adore juste faire plein de trucs, tout simplement. Et à chaque fois, je revenais à l'écriture. Il y avait pas, en fait, il y avait pas à tortiller, tu vois. C'est un peu ce moment où tu te dis non, mais je vais faire autre chose de ma vie. Et puis en fin de compte, putain, ouais, mais j'ai besoin de faire ça. C'est un peu une addiction en fin de compte quand tu regardes. C'est vraiment ce côté de non, mais je vais pas boire ce soir. Ouais, mais j'en ai vachement besoin quand même. c'est un peu ça. C'est vraiment ça. C'est que quoi qu'il arrive, en fait. Ouais, je peux pas m'empêcher d'écrire en fait. C'est genre non, même au-delà de ça, je peux pas m'empêcher d'imaginer. Au-delà d'écrire. Ouais. Et du coup, forcément, si ça sort pas, les migraines reviennent. Oui, en plus il y a ce côté médical. Voilà. Ouais. Donc pas trop le choix en fait. Voilà, c'est ça qui m'a pas fait lâcher. Et puis après, bien sûr, les rencontres. C'est con à dire, hein, mais à force, on est beaucoup d'auteurs. Alors je vois ça. Alors là, je parle à Reims en particulier. On est beaucoup d'auteurs qui sortent pas de notre grotte et qui du coup ne discutons pas entre nous. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais en fait, dès que tu fais des rencontres, alors là, je pense par exemple à Juliette, je pense à tout son entourage artistique, et du coup à tout l'entourage artistique que je me suis fait après aussi. En fait, quand t'es avec des gens qui sont comme toi, ça te redonne de l'espoir en fait, et tu lâches plus. Oui, de toute façon, c'est souvent une question d'entourage aussi. C'est ça. C'est Nietzsche avait raison. Hein, l'enfer, c'est les autres. Oui. Faut pas croire. Hein. Oui. Voilà une autre citation. Ouais, n'est-ce pas? Comment t'arrives à valoriser ton travail avec tes collaborations, que ce soit financièrement ou autre? Oula, ouais. Alors, bonne question. Comment j'arrive à le valoriser? C'est compliqué. Au niveau, je vais prendre un cas par cas. Niveau financier, clairement, ça me rapporte pas d'argent. Pour le moment, ça me rapporte pas d'argent parce que comme je te disais, les projets sont pour le moment sont pas finis, sont pas en pause. Et ma trilogie, pour le moment, donc ça a été édité effectivement. Cependant, j'ai cassé mon contrat parce qu'effectivement, il y avait des problèmes de distribution. Okay. Du coup, retrouver un éditeur, c'est compliqué. Et en attendant, forcément, ça ne me rapporte rien. Donc, le travail en lui-même d'écriture ne m'apporte pas d'argent. Okay. Par contre, le travail de scénariste me rapporte de l'argent maintenant parce que, comme je te disais, je donne des cours. Oui. Donc, forcément, je me fais rémunérer. Donc, là, ça fonctionne. Après, pour me faire valoriser du coup mes créations au-delà de l'aspect financier, il y a pas de mystère. Il faut faire lire aux gens. Et ça paraît con dit comme ça, mais c'est ce qui est le plus compliqué chez les scénaristes. Et je parle en général. C'est que quand on écrit, même n'importe qui, hein, même toi ou excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Erika, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, excuse-moi. Du coup, toi ou Erika, vous avez déjà écrit quelque chose dans un petit carnet ou quoi que ce soit? Oui. Ouais, vous l'avez déjà fait lire à quelqu'un? Pas tant. Moi, oui. Ouais,
Un oui. Donc ça c'est rare ça, mais sinon pas tant. Ben c'est pas de chance parce que peut-être qu'en fin de compte cet écrit avait peut-être du potentiel. Mais on le fait tous, hein, je vous rassure, on le fait tous. On écrit plein de choses et on le montre jamais aux gens. Du coup, ça mouline dans notre tête, et ça gangrène en disant ouais, mais ce que j'écris, de toute façon, c'est pas ouf, c'est de la merde, etc. Tout ça. Et puis ça vaut pas d'être lu. Et puis en fin de compte, après, à force de faire lire aux gens, bah, t'as des gens qui te disent effectivement peut-être je n'aime pas parce qu'après tout c'est tout est une question de goût, ou alors des gens qui te disent bah putain j'ai adoré, ça m'a ouvert les yeux, scénaristiquement parlant c'est il y a pas de souci, il y a pas d'erreur narrative ou quoi que ce soit, mais pour ça faut faire lire les gens. Il faut le partager. C'est ça, faut le partager, et c'est comme ça que tu fais valoriser, je trouve, ton travail artistique. C'est le partager aux gens, le partager au plus grand nombre. Après, je fais aussi le parallèle avec la musique et tout, mais il y a pas mal d'artistes ou d'écrivains, je pense, c'est un peu pareil, qui, pour eux, c'est quelque chose enfin, c'est vraiment un pas à franchir, je veux dire, pour faire découvrir leur œuvre, quoi. Ah, c'est très très compliqué, et c'est la plupart du temps ce pas-là, il y a beaucoup de gens qui le franchissent pas. Ah, ça c'est vrai. Et même ceux qui l'ont déjà franchi, ils ont des créations qui ne voudront pas mettre à la lumière du jour. Ça c'est automatique. Mais je pense, et ça c'est purement personnel, hein, je pense qu'il faut se pousser au cul et le faire. Se dire de toute façon, si ça plaît pas, ça plaît pas, mais quoi qu'il arrive, moi je l'ai créé, donc c'est que ça a dû sortir, ça doit sortir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en plus, ça te permet d'avoir un retour. En plus. Oui. En plus, comme ça, tu t'entraînes, etc. Et tu peux prendre les critiques, etc. C'est super important. Ouais. Mais en fait, pour moi, il y a pas de hasard. Tu vois, si ça devait rester dans ta tête, si ça devait rester caché, ben, ce serait resté dans ta tête et ce serait resté caché. Si tu l'as mis sur papier, si tu l'as écrit, si tu l'as créé, si tu l'as joué, je parle dans la musique, si t'as fait quelque chose, c'est que ça doit sortir. Après, et en plus, si ça sort, c'est que forcément, un jour, il y a quelqu'un qui va tomber dessus, quoi. Bah ouais, voilà. Peut-être dans 60 ans, hein, j'en sais rien. Quand tu regardes les écrits de Lovecraft, il n'a jamais été aussi populaire que depuis qu'il est mort. Donc peut-être qu'un jour. Et là, tu vois, ça c'est une autre question. Je trouve qu'il faut se poser. C'est pourquoi tu fais ce boulot? Est-ce que tu fais ça pour l'argent ou pour la trace que tu vas laisser sur l'humanité? Ah, je vais la noter aussi, celle-là. Voilà. C'est bien, ça inspire tout le monde. Je crois qu'on a trouvé le nom du podcast. Les citations de la site. Oui. On m'appelait Père Castor quand j'étais gamin. Ah oui. Et est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es particulièrement fier dans ton parcours? Ah, ma réussite, c'est ma femme. Non, c'est pas vrai. non, mais je plaisante, calme-toi. Non, ma réussite dans mon parcours, ben, justement, j'en ai discuté avec Juliette tout à l'heure, parce que quand elle m'a posé la question, j'étais en mode, j'en sais foutrement rien. Et en fait, on a trouvé, là, il y a quoi? Il y a peut-être, on est quel jour? On est samedi. Ben, il y a une semaine. Du coup, il y a une semaine tout pile. Il y a 2 éditeurs qui sont venus à la maison. Alors, c'est devenu des amis, hein, depuis, il n'y a pas de souci, mais c'est des éditeurs de jeux de rôle et des scénaristes. Colline, oui, elle travaille dans l'édition. Enfin, voilà, c'est vraiment des très bons éditeurs. Et ils ont fait des dingueries. Au niveau scénaristique, ils ont fait vraiment des dingueries. Et, par curiosité, vraiment pour avoir un retour, je leur avais donné le tome 1 non-roman. Eh ben, elle l'a lu et elle m'a dit que elle qui ne lit pas du tout d'urban fantasy, c'est pas du tout son trip. Elle avait beaucoup aimé. Ah oui. Et que il y avait pas, à part alors j'ai eu un processus d'édition qui était un peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relecture malheureusement, donc il y a beaucoup de fautes d'orthographe, donc ça me pète les roustons. Bref, c'est à part des problèmes d'édition, l'écrit n'a aucun souci et elle a aimé, alors qu'elle n'aime pas ce style. Ça, j'ai trouvé que c'était une réussite. Ouais. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui
Enfin, surtout eux, quoi. Que ce soit eux. Ben ouais, c'est ça, c'est quelqu'un du métier vraiment qui dit putain, ben j'ai aimé quoi. Une autre réussite qui est dans le même genre effectivement, c'est l'éditeur de chez Albin Michel, celui qui gère la fantaisie justement. Je leur avais envoyé, il l'a lu, il m'a répondu personnellement. Du coup, j'ai pas eu un mail, on va dire, le mail bateau en soi. J'ai eu un mail personnalisé, ce qui est dans le monde de l'édition est assez rare. Qui m'a dit, écoutez, notre comité de lecture a adoré, moi j'ai adoré, mais je peux pas vous prendre. C'est des questions financières, bien sûr, toujours la finance de toute façon. Ouais. Mais merde, un éditeur qui envoie tous les jours, c'est son boulot de se manger des écrits toute la journée pour faire sortir des bons romans, qui m'a dit, j'ai adoré ce que vous faites. Ouais. Bien sûr, c'est une petite victoire quand même. Bah moi ça m'a redonné l'envie d'écrire quand j'étais un peu dans le mal. Ça m'a vraiment redonné envie d'écrire. Et ouais, je pense que c'est ces petits mots, tu vois, c'est juste ces petits mots en fait c'est même pas de l'encouragement, mais c'est ces petits mots de j'ai aimé. Je trouve que c'est ça les plus grandes victoires dans mon métier. Oui. Je pense aussi à Doug, un éditeur de chez Delcourt, qui à un moment donné qui m'a pris par l'épaule et m'a dit n'arrête jamais d'écrire, ce que tu fais ça vaut le coup. Tu vois, c'est des petits mots, c'est rien du tout en soi, ça m'apporte pas de victoire financière, ça m'apporte pas de romans palpables ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que ces petits mots de dire que moi qui lis de la fantaisie et qui lis beaucoup de merde toute la journée, ce que toi t'écris, ça m'a touché. Ça, c'est de la vie. Pour moi, c'est une victoire. Ouais, en fait, dans ce domaine aussi, c'est tellement quelque chose de niche que chaque petit mot positif et tout, je pense que ça vaut beaucoup plus que n'importe quoi. Exactement, Ouais. exactement. Là, je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est que le moindre petit mot, ça vaut plus que de l'or, en fait. Oui. Parce que, comme tu dis, c'est un public de niche et que, du coup, tes écrits seront peut-être jamais édités, ils seront peut-être nulle part. Mais par contre, si j'arrive à toucher le cœur de quelqu'un, à le faire réfléchir avec mes écrits, pour moi, j'ai réussi. Je réfléchis même pas, c'est une réussite. Ouais, et puis ça te donne en plus l'envie de encore plus faire, quoi. Totalement, totalement. Ça, c'est un peu ma vision, on va dire, tu vois, de l'immortalité. C'est d'arriver à toucher le plus de gens et qui se souviennent de toi. Bon, en bien, hein, parce que bon, voilà. Souvenir. Voilà, c'est ça. On va pas citer les plus noirs moments de notre histoire. Quel est l'avantage à être un créateur multidisciplinaire aujourd'hui ? Disons que l'avantage à être un créateur multidisciplinaire à notre époque, c'est que, encore une fois, on est bombardé de médias différents, que ce soit les romans, la BD, la télé, les jeux vidéo, les jeux de rôle. On est bombardé en fait de médias de l'imaginaire. Aujourd'hui, je pense que si tu n'es pas multidisciplinaire, tu vas te bloquer plein de portes. Par exemple, c'est ce que j'ai dit, c'est exactement ce que j'ai dit à mes étudiants hier. C'est pas parce que ce que tu vas écrire ne passe pas à la télé que ça va pas passer au cinéma. Ce n'est pas parce que ce que tu écris ne va pas passer au cinéma que ça va pas passer en BD, etc., etc. Si tu te bloques à un seul média, à une seule discipline, pardonnez l'expression, mais tu vas l'avoir dans le cul, quoi. Oui. À l'époque, peut-être c'était différent et tu pouvais te concentrer sur une chose, mais maintenant faut être ouvert à tout, quoi. Je pense surtout qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Tu vois, par exemple, je prends un exemple là, Besson, qui est quand même un réalisateur français. Il écrivait aussi. C'est juste que de base, il écrivait des nouvelles. Ok.
Et juste, il les a jamais sortis. Parce qu'en fin de compte, maintenant, on a l'image de Besson, le réalisateur de cinéma. Oui. Ouais, mais en fin de compte, peut-être qu'il écrivait aussi. Regarde Maxime Chatham, je sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais, voilà. C'est un rôliste. De base, c'est un rôliste. Ah oui. Et oui, lui, son kiff, c'est d'écrire des univers de jeux de rôle de base. Ah oui. Et maintenant, il est romancier. Et maintenant, on connaît Maxime Chatham, qui est le romancier, le Stephen King français. Oui. Ouais, mais à côté de ça, c'est un rôliste de base. Il écrit du jeu de rôle. Okay. C'est juste que tu vois, à partir du moment, je pense, où on t'a collé une étiquette, je parle avant, tu vois, enfin pas forcément à notre époque, parce que maintenant il y a toujours des moyens de comment dire, bah oui, mais attendez, je suis pas que ça, tu vois, de le dire aux médias, enfin dire au plus grand nombre. Mais à l'époque, je pense que dès qu'on t'avait collé une étiquette et que dans l'imaginaire commun, tu étais cette étiquette, cette discipline-là, ben forcément, c'était compliqué d'aller voir toutes les personnes et dire, ben non, regarde, je suis pas que ça. Oui, ok. Maintenant, tu as plus de facilité à ce sujet-là, tu vois, de dire, ben oui, effectivement, je suis romancier. Et regardez, j'écris aussi des scénars de jeux de rôle. Ouais, regardez, je suis scénariste de jeux de rôle, mais j'écris aussi pour la télé. Tu vois. Puis même de façon artistique, c'est se bloquer soi-même aussi, parce que vu qu'il y a tellement de façons de s'exprimer que ça permet ça aussi. Ah ben totalement, oui, effectivement. C'est quelqu'un qui va vouloir faire que je sais pas moi, que du romanesque. Bah ouais, tu vas peut-être ne pas réussir à. Enfin, imaginons que tu fasses le test. Ben là, nous on fait le test avec Juliette de le mettre en BD, un roman. Ben oui, effectivement, tu arrives à passer d'autres émotions. Donc ce serait se brider en fait. Ce serait totalement se brider. Mais ça tombe bien qu'on parle d'émotions, parce que quelles émotions te traversent quand tu lances tes nouveaux projets créatifs? La colère. Non, c'est pas vrai. non, pas du tout. Quelles émotions lorsque je les lance? Alors, tu veux dire l'émotion que j'essaye de créer dans le récit, ou juste l'émotion qui me traverse en mode comment je me sens? Bon, les deux, finalement. Les deux. Alors, on va commencer par le plus simple. L'émotion que je ressens quand je me lance dans un nouveau projet, c'est clairement de l'excitation. Ouais. Franchement, je me dis, waouh, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire ça. Et du coup, trop d'excitation. Du coup, ça me fatigue. Du coup, je fais rien. L'immense problème du créatif. Non. Je pense que c'est l'excitation. Peut-être un petit peu aussi. Comment je peux dire ça? Quand je pourrais dire ça sans que ça soit bizarre. C'est pas grave si c'est bizarre. Peut-être un peu de sadisme aussi. Ok. De se dire, j'ai une idée à écrire et je vais bien, rendre malaisant ce que j'écris pour mes lecteurs, etc. Oui, de toute façon, ça va dans le style que tu fais. Oui. Voilà, c'est ça. Ça va dans la vibe de ce que j'écris. Oui. Après, l'émotion qui me traverse quand j'écris, ça dépend totalement de ce que j'écoute. On y revient à la musique, à l'autre art. C'est que en fonction de ce que je vais écouter, je vais j'arriverai pas à dire ce mot. Je vais mettre cette émotion dans mon récit. Ok. Involontairement, hein, c'est totalement inconscient, mais ça, je fonctionne comme ça en tout cas. Ça m'est déjà arrivé, bon, c'était un peu la honte, j'avoue, mais en cours de me mettre à chialer alors que j'étais en train d'écrire, parce que j'écrivais un moment triste et que j'écoutais une musique triste. C'est un peu la honte en cours. Tu vis ton écrit, quoi. Exactement. Bah, en même temps, c'est tellement prenant quand t'as une musique justement qui te fait résonner ton corps, ton âme, ton esprit à tel point que tu te sens obligé de l'écrire, de la fixer sur papier en fait. Je trouve ça incroyable. Bah oui. Ça veut dire que peut-être que les gens ressentiront la même chose en le lisant, c'est encore plus fort. Exactement, voilà, c'est ça. C'est le but, c'est de créer cette émotion, de retranscrire cette émotion vers les gens.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ça revient un peu à ce que tu disais avant, où tu te fonds un peu dans tes personnages, quoi. Ah, exactement, exactement. C'est exactement ça. Pour moi, un bon écrit, quel qu'il soit, il faut pouvoir le vivre. Oui, c'est vrai que c'est à ça que ça sert la lecture, puisque finalement, vu que tout est à l'écrit, tu fais tout dans ta tête, donc Exactement, si t'arrives à exactement. Et transmettre tes puis, émotions, c'est ça. et encore une fois, ce n'est même pas. Alors là, je parle pour l'écrit. Ce n'est même pas parce que c'est que à l'écrit que tu vas avoir de l'imaginaire. C'est-à-dire que par exemple, imaginons tu le vois en BD. Mhm. T'as l'image pourtant. Oui. Mais c'est pas grave, parce que toi, ton esprit, il va faire bouger cette image, il va créer de nouvelles frames, il va créer de nouvelles choses. Pareil, imaginons, Inch'Allah, imaginons, ça va jusqu'au cinéma. Ben, c'est pas grave, parce que des gens auront peut-être, moi c'est ce que je faisais quand j'étais gamin, auront peut-être envie de recréer dans leur tête la scène, tu vois. Oui. C'est je vais dire exactement ce que j'ai dit ce que je dis à tous mes artistes de bande dessinée, c'est que moi je crée une histoire, j'écris une histoire, à toi de l'imaginer. C'est cool parce que du coup, c'est aussi ça le côté de la lecture quand tu lis, mais ça te permet de... En fait, chaque personne qui vont lire ton bouquin, ils vont pouvoir se faire leur propre vision, quoi. C'est ça, tout le monde aura Exactement. sa propre histoire dans la tête, quoi. Ben c'est ça. Voilà, c'est peut-être que les on va dire les visages que j'ai imaginés, ce ne seront pas les leurs. Enfin, moi je ne suis qu'un créateur d'histoire, je ne suis qu'un conteur. Et question des émotions, je trouve ça hyper dur de prendre les émotions de tes personnages. Je trouve ça super compliqué. Je sais pas comment tu fais. Faut accepter de se sentir mal. Bah ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, comment dire, comment je peux dire ça? En fait, ta question, à mon sens, elle est inverse. C'est-à-dire que toi, là, ce que tu viens de me dire, ça doit être compliqué de prendre l'émotion de ton personnage. Oui. Mais en fin de compte, est-ce que ce serait pas l'inverse? Puisque c'est toi qui écris. Donc en fin de compte, ton personnage, il a l'émotion que toi tu ressens. Oui. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est qu'en fin de compte, si ton personnage, il est en pleine dépression ou quoi que ce soit, il se repose des questions sur sa vie, sur la réalité de la chose ou quoi que ce soit, bah, peut-être que c'est toi en fait qui te poses ces questions. Mais si je sais pas, imagine t'es joyeux et t'as envie d'écrire une histoire triste. Ah, j'écris pas. T'écris pas, ok. Non, c'est simple, j'écris pas parce que en fait, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure de se forcer à écrire. Si tu te forces à écrire une émotion, il y a de très fortes chances. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, mais je pense, encore une fois, ce n'est que mon avis, je pense qu'il y a de très fortes chances que tu n'arrives pas à la retranscrire parfaitement. Oui. Et on a fait le test d'ailleurs, avec mes étudiants, là, il y a pas si longtemps que ça, je leur ai fait justement un TP sur les émotions. Et c'était très compliqué de passer de la joie à la peur, par exemple, ou du malaise à la tristesse. Ouais, c'est très compliqué. Et en même temps, des fois, c'est l'esprit humain. Il change du jour au lendemain. Et encore une fois, c'est pas grave si t'écris, je sais pas, t'es triste, tu vois, donc tu vas écrire quelque chose de triste. Et puis peut-être que 30 minutes après, t'es toujours en train d'écrire, mais t'es content, c'est pas grave. Et tu te dis, non, il faut que je reste triste parce que le moment est triste ou quoi que ce soit. Bah non, justement. Mets cette joie dans ton écrit. Peut-être qu'en fin de compte, ça va donner cette notion au personnage de justement, comment on appelle ça, de revirement émotionnel, tu vois. Ça nous arrive à tous on va pas trop bien, etc. Et puis je sais pas, on a je prends un exemple concret. Moi, tu vois, ce qui me fait vraiment du bien, à l'époque où j'écrivais, c'était mon chat qui vient de se poser sur mes genoux. Tu vois, je suis triste, je suis en dépression, etc. Et puis, hop, je suis en train d'écrire, et puis il y a mon chat qui vient sur mes genoux. Ah, je me sens mieux. C'est pas grave, allez, on l'écrit comme ça. Les personnages aussi, ça peut leur faire ça. Hein. C'est pas parce que ils sont catégorisés tristes à ce moment-là que la phrase d'après, ils peuvent pas avoir un revirement. Oui. Mais il faut juste accepter de l'écrire. Et du coup, comme t'écris de l'horreur, tes personnages ont
peur, comment tu fais pour retranscrire vraiment la peur finalement? Alors, ils ont pas forcément Pas peur. forcément peur. C'est ça le truc. En fait, avec l'horreur, c'est que on part du principe que qui dit horreur dit le protagoniste va avoir peur. Mhm. Sauf que, encore une fois, on revient sur le fait que la vie n'est que nuance de gris. Peut-être que qui dit horreur dit que c'est le protagoniste qui fait peur. Ah oui, ok, oui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est que, en fin de compte, peut-être que pour créer la peur chez le lecteur, je vais peut-être tout simplement écrire du sadisme. Ok. Parce que, effectivement, toi, en tant que ton personnage, il va ressentir cet élan de sadisme, cet élan de rage, cet élan de boucherie. Et puis le lecteur qui va le lire, il va se sentir mal, il va être en mode wow, enfin qu'est-ce que c'est que ça? Moi je prends l'exemple, je sais pas si vous connaissez, c'est un bon film d'horreur, alors je le conseille, un très bon film d'horreur qui s'appelle The Devil's Reject. Oui. Oui, voilà, parfait, c'est rare que les gens connaissent. Rob Zombie, il l'a réalisé de manière à ce que tu prennes en pitié les nécrophiles en fait, les nécrophiles, oui, les tueurs en série nécrophiles. Ouais. Et du coup, toi, en tant que spectateur, tu te sens mal parce que t'es en mode, wow, ouais, attends, ils sont vraiment horribles et pourtant j'ai envie qu'ils s'en sortent. Oui. Ça, tu vois, pour moi, ça, c'est la vraie notion de l'horreur. L'horreur à la jumpscare pas cher, c'est pas mon truc. C'est pas mon trip. Non. C'est quoi ton top 3 de films d'horreur préférés? Mon top 3 de films d'horreur? Bonne question. Mais... Il y en a vraiment beaucoup. Top 3. C'est ceux qui t'ont vraiment marqué. Ouais, qui m'ont vraiment marqué. Alors attends, parce que il faut vraiment que j'y réfléchisse. Top 3 qui m'a vraiment marqué. Un qui m'a vraiment marqué, The Endless. Ah, ça me dit rien ça. Alors je le conseille, c'est vraiment un film à petit budget de base. Okay. Où les deux réalisateurs, c'est les deux personnages principaux. Okay. C'est basé sur une secte. C'est deux frères qui sont partis d'une secte et qui y retournent pour justement pour dire pour exorciser le démon, on va dire, tu vois. Okay. Et franchement, il y a pas pour moi, il y a pas beaucoup d'horreur, tu vois, il y a pas de jump scare, il y a juste des moments où tu te poses la question de attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pour moi, ça c'est un vrai bon film d'horreur parce que justement le spectateur, il regarde les images et tu sais, moi ça m'est déjà arrivé de faire pause et de me dire attends, mais qu'est-ce que je viens de voir en fait? Ça doit te mettre mal en fait, mais pas te mettre mal en mode c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Non, vraiment te poser des questions et forcément te faire tellement rentrer dans cet univers que tu vas avoir du mal à en sortir. Oui, c'est souvent les meilleurs films d'horreur, ceux-là. Là pour moi ça c'est vraiment une dinguerie ces films d'horreur là. Un bon film d'horreur, alors là c'est une autre version que j'ai beaucoup aimé en top, je vais le mettre dans le top 3 aussi, The Wretched. Oh oui, qui est malgré tout un film d'horreur sur une créature dont on ne parle quasi jamais. Les guenaudes, on n'en parle pas. J'ai confondu avec autre chose. Ok, ouais. Non, non mais j'avais le nom d'autre chose. Est-ce que c'est bien le film où il y a une créature qui prend possession des corps des mères? Non, je l'ai jamais vu en fait ce film, mais c'est super. D'accord. Ça fait une liste. Je le conseille du coup. Ça parle effectivement d'une guenaude, donc une créature dont on ne parle jamais dans la mythologie de l'horreur, alors que bordel, c'est un putain de monstre en fait. Et dans un autre genre que j'ai beaucoup aimé, Juliette beaucoup moins, Hérédité. Oh oui, celui-là, oui, bien sûr. Voilà, parce que il est très très fort. C'est typiquement le film où tu dis. Tu sors de là et tu te dis qu'est-ce que je viens de regarder. Ah, il est super. Ça fait partie de mes films préf aussi. Il est dingue. Il est incroyable. Ah, ouais. Et franchement, ça, je le mets dans le top 3 parce que c'est vraiment le truc de tu sors de là et tu te dis attends,
est-ce que je viens bien voir de ce que je viens voir? Ouais, Je vais le regarder une deuxième fois pour être sûr. Mais ils ont fait aussi Midsommar. Enfin, le même réal a fait Midsommar. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, ah bah si, Midsommar, Oui, bien sûr, effectivement. Et là, il a fait aussi Beau is Afraid. Ah oui, j'ai rien compris à ce film. Alors, c'est normal que tu n'aies rien compris à ce film. Mais il est fou, par contre, il est bien, mais alors, part dans tous les sens. Ah oui, mais c'est fait pour, parce qu'en fin de compte, tu te mets dans l'esprit d'un agoraphobe. Ah oui, on est d'accord que tout se passe dans sa tête finalement. Enfin, ça fait un peu du spoil, mais. Alors, pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, effectivement. Et en même temps, est-ce que ça se passe vraiment dans sa tête? Mais c'est parce qu'il a des stigmates. Oh là là. En fait, ça part vraiment du principe que les angoisses d'un agoraphobe peuvent être physiques. Ok, ouais. Donc, ce film est génial, même s'il est vraiment spécial. Ah oui, il faut s'accrocher. En plus, il est très long, mais. Oui, il est super long. Et puis, il y a vraiment un monstre beat à la fin. Tu te dis, what the fuck? Mais c'est ça, à la fin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Non, mais on est parti. Où est-ce qu'on est là? Ah, mais oui, mais je pense qu'il faut pas chercher à vraiment tout comprendre parce que c'est impossible. Bah, c'est ça. Et vraiment. Là, pour moi, ces films-là, c'est des films d'horreur. Ouais, mais bien sûr, bah oui, parce que c'est l'ambiance. Enfin, les gens, quand ils regardent certains films, ils disent oui, c'est pas de l'horreur. Mais si, c'est de l'horreur. C'est juste que toi, t'as l'habitude du gore ou du paranormal, mais l'horreur, c'est pas. Et voilà, alors que le gore, putain, c'est tellement surfait. Enfin, et puis c'est de moins en moins. L'époque des slashers, oui, ben d'accord, c'est un tueur en série qui est presque invincible et qui tue des gens. Ouais, ok, c'est bien. Ça n'existe plus les vrais bons slashers. Les premiers ont déjà été faits, maintenant c'est que des remasters un peu pétés, quoi. Bah oui, c'est ça, voilà. Pareil pour comment on appelle ça, pour le jumpscare pas cher, tu vois. Oui, c'est que, oh mon Dieu, Paranormal Activity, j'ai eu peur. Oui, ça a été bien une fois, effectivement, oui, mais après, bon. Les premiers Conjuring, il a été très fort pour ça, parce que les jumpscares sont là où on les attend pas. Ah bah oui, le premier Conjuring, il était incroyable. Moi, j'ai fait peur à des gens dans la salle, justement, juste avec le claquement de main, tu vois. Oui. Non, il a été très très fort pour ça. C'est vraiment un très bon film, effectivement. Mais maintenant, je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de films dits d'horreur qui ne le sont pas. Tu vois, après, ça dépend de l'époque. Encore une fois, Alien, par exemple, moi j'adore la saga Alien, mais pour moi, ce n'est plus du film d'horreur. Ok, et pourquoi du coup? Parce que maintenant, Alien de base, ça joue sur la claustrophobie. Okay. De base, sur la claustrophobie et la peur du vide. Maintenant, à notre époque, on a tellement l'habitude de ce genre de choses et des principes physiques du vide, etc. Enfin, maintenant, on apprend ça à l'école, tu vois, oui, dans le vide, il n'y a pas de son, dans le vide, il n'y a pas d'air, dans le vide, tu vas crever, enfin voilà. En fin de compte, maintenant, c'est un film de SF. Ah ouais, ok, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Pour moi, les films, au fur et à mesure du temps, ils peuvent changer de genre. C'est Evil Dead, par exemple. Oui. Le premier, il était ouf, tu vois. Le troisième, oui, c'est plus science-fiction, quand même. Voilà, maintenant tu regardes, et puis même encore le premier, maintenant tu regardes, t'es en mode, attends, pourquoi il y a de la pâte à modeler qui est en train de fondre? Enfin, tu trouves que c'est limite un film d'auteur, tu vois, même si c'était une dinguerie. Puis il y a un peu d'humour là-dedans, quand même. Ah bah oui, oui, clairement oui. Ils sont super, ces films aussi. Ah bah moi j'adore. Ça, ce serait un podcast à part, parce que... ça, je pourrais vous en parler pendant longtemps, parce qu'après tout, à MJM, je donne des cours de scénario, mais dans le monde du cinéma. Ça doit être trop bien, ça. Donc forcément, il y a beaucoup de refs. Ah, oui. Et je sais pas si on a fini toutes les questions, mais on peut retrouver tes livres ou pas du tout, du coup? Alors maintenant, c'est là le problème, c'est que maintenant, non, tu ne peux pas le trouver parce que comme j'ai cassé mon contrat, tant que je n'ai pas retrouvé un éditeur, je ne peux pas le distribuer. D'accord. Du coup, c'est l'immense problème. C'est pour ça d'ailleurs que on continue. Alors je dis on parce que Juliette m'aide beaucoup sur le sujet, parce que effectivement, comme elle a fait une école, elle connaît les systèmes éditoriaux, alors que moi pas du tout.
On cherche du coup un nouvel éditeur pour pouvoir distribuer ça. Ouais. Mais tant que ce ne sera pas fait, pas de distribution possible. Donc, à part les vieux, exemplaires qui existent un peu partout, on va dire en France, bah tu pourras pas en trouver quoi. Tu peux pas en racheter. Mais tu peux pas t'auto-éditer? Ça coûte extrêmement cher. Oui. Okay. Il faut vous dire que du coup, j'avais fait le calcul à un moment donné pour faire ne serait-ce que un exemplaire de mon roman. Non, attends, c'était quoi que j'avais calculé? Non, c'était 100 exemplaires, peut-être 100 exemplaires. On atteignait peut-être 4000 ou 5000 balles. En format poche, du coup? Non, pas en format poche, non, parce que c'est quand même 350 pages. Oui. Donc en format poche, ça fait mal. Effectivement. Oui. Mais en format lambda, on va dire, ouais, c'était dans les 5000 balles, quoi. Et je suis pas du tout fan des financements participatifs parce que j'y connais rien du tout. Donc, j'avoue que là, à ce sujet-là, c'est un peu mon couac, c'est que du coup, j'essaye de passer par les voies, on va dire, lambda. Quelle a été ta plus grande remise en question depuis que tu as commencé? Ma plus grosse remise en question? Ouais. Elle vient de moi-même. C'est de me dire, est-ce que c'est vraiment bien ce que j'écris? C'est con, hein, mais ma plus grosse remise en question, elle est... En fait, je peux pas dire qu'elle a été à un moment donné, parce que c'est tout le temps. Tous les jours. Ça fait plus de 15 ans, plus que ça va faire 20. Oh, ça va faire déjà 20 ans. Ah. Oh, ouais. Bref, ça va faire 20 ans que j'écris, et je pense qu'il n'y a pas un mois, une semaine, où je me pose pas la question. Ah oui. Ouais. Et en même temps, tu vois, c'est ce qui fait que je me remets en question et que du coup, je ne suis pas sûr de moi en mode ouais, de toute façon, ce que j'écris, c'est trop bien. Non, c'est que au moins, ça me permet justement de me dire je vais peut-être améliorer les choses ou quoi que ce soit. Après, le problème, c'est que faut pas non plus se laisser bouffer par ça. Moi, j'ai tendance à me laisser bouffer. Et qu'est-ce qui ferait que ça te boufferait moins, du coup? Une seule réponse, un seul nom, Juliette. C'est elle qui me dit clairement arrête tes conneries. Moi je l'ai lu, donne-le à lire à cette personne, etc. Tout ça, tu vas voir, c'est bien, etc. Regarde ce que t'écris. Non, regarde tes joueurs, ils ont kiffé, etc. Enfin voilà. Non, je pense sincèrement que sans elle, j'aurais pas continué. Ah oui. C'est beau. Ouais. C'est beau. Pour compléter tellement, c'est bon. C'est beau. C'est beau et en même temps c'est dangereux parce que si jamais elle me quitte, je suis dans la merde. Oui, c'est un peu plus profond. Elle se marre. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Une anecdote? Ouais, un peu marrante, un peu drôle ou quelque chose qui t'a un peu marqué? Une anecdote un peu marrante, quelque chose qui m'a marqué. Ouais, si, j'en ai une. C'est complètement what the fuck et en même temps, je pense que sans cette anecdote-là, pareil, j'aurais pas continué d'écrire. Alors ça remonte. Du coup, je ne vais pas dire le nombre d'années, mais ça remonte. À l'époque, je venais de terminer mon premier tome. Ah si. Alors attends. Est-ce que je peux dire 2 anecdotes parce qu'elles vont dans le même genre? Fais-toi plaisir. Allez, première anecdote, une anecdote triste, c'est que pendant des années, j'ai été persuadé d'avoir tué mon grand-père à cause de mon roman. Oh. C'est complètement con, c'est un biais totalement cognitif, mais en fait, alors c'était assez incroyable, hein, le jour même où j'ai mis le point final à mon roman, où j'ai appuyé sur la touche point, j'ai reçu dans les 5 secondes un appel de ma mère qui m'annonçait du décès de mon grand-père. Oh, wow. Ah oui. Ouais, c'était incroyable. Le biais cognitif, il était ouf. Donc voilà. Donc déjà là, ça m'avait mis un gros coup. Et du coup, la suite de l'anecdote. Après, donc je me suis un peu remis. J'ai repris le poil de la bête et je l'ai imprimé et je le trimballais un peu n'importe où. Et à un moment donné, alors moi je viens de Charleville, du coup, dans les Ardennes, ils ont voulu faire ce qu'ils ont appelé plage Ducale. C'est l'équivalent de Paris-Plage, hein, mais à Charleville. Et en fait, moi je travaillais là-bas, j'étais en gros, je sais
pas comment on pourrait dire, mais chef d'équipe, régisseur, surveillant, tout ce que tu veux en fait. On était vraiment une équipe de gens qui se chargeaient de tout parce qu'il n'y avait pas de service au-dessus de nous. Et on avait cette année-là, on avait mis en fait une bibliothèque mobile avec des gens qui pouvaient s'installer sur des transats pour bouquiner, pour prendre des livres, etc. Et complètement par hasard, franchement, je m'étais dit, vas-y, je laisse ça là. J'ai pris mon récit et je l'ai mis donc imprimé en format dégueulasse, en papier A4 dans une pochette. Je l'ai mis dans sur le tas de livres. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et bien ce jour-là, il y a une femme qui est arrivée. Je faisais mes tours, tout ça, et j'ai vu qu'elle l'avait dans les mains. Je vais la voir, elle me fait « Excusez-moi, c'est vous qui avez écrit ça ?» Je lui fais « ouais, mais c'est intriguant. Qu'est-ce qui vous a fait, qui vous a donné envie de le lire ?» Elle me fait « Je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je le lise. » Et du coup, elle s'est présentée. Et c'était la présidente comment on appelle ça, de l'association des auteurs du Grand Est. Enfin, ça s'appelait pas le Grand Est à l'époque, mais de Champagne-Ardenne. Et elle cherchait des auteurs pour son premier salon littéraire qui existe toujours d'ailleurs à Charleville, le premier salon littéraire de l'horreur. Et elle m'a dit franchement, si vous permettez, est-ce que je peux vous le prendre ? J'ai envie de le lire chez moi. Je fais bah oui, allez-y. Puis de toute façon, vous revenez quand vous l'aurez fini. Vous me le redonnerez quoi. Elle est revenue le lendemain. Elle l'avait fini. Elle m'a dit écoutez. Je veux que vous soyez l'invité d'honneur. Incroyable. Et ce jour-là, du coup, j'ai rencontré plein d'auteurs d'horreur. Ah oui. Et on a continué de converser. Elle a vu beaucoup de comment on appelle ça, de formats de mon roman. Et je pense sincèrement que sans elle, j'aurais pas continué en fait. Je me serais dit à quoi bon en fait. C'était un signe en fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'était peut-être un signe, hein, mais moi je trouve ça ouf. Moi, je crois pas en les forces supérieures à part les forces du hasard, tu vois. J'ai trouvé ça dingue, quoi. Je me suis dit putain, et vraiment, elle me l'a dit. Je sais pas, j'ai senti que je devais le lire. Je dis ok. Rien n'arrive vraiment par hasard en vrai. Oui. Je pense que. Oui, c'est pour ça que je parle des lois du hasard. Oui, puis finalement, je veux dire, c'est parce que tu l'as posé là que c'est arrivé aussi, donc. Ouais, c'est ça. La théorie du chaos, on y revient. La loi de l'attraction même. C'est ça. Et du coup voilà, je pense que c'est une bonne anecdote. Ça. Très belle anecdote. Et du coup, maintenant, tu poses tes manuscrits un peu partout. Dans le but. Exact. Non, maintenant, je fais même mieux. Je me pose un peu partout. Et je discute avec les gens. Est-ce que tu as des conseils à donner de manière générale de manière générale, sur ce que tu as envie? Des conseils? Ouais. J'en ai, ouais, effectivement. De manière générale, genre sur la vie en général. Non, enfin, je veux dire sur ce que t'as envie, sur comment se lancer ou sur ce que t'as envie. Le conseil, c'est déjà de 1, créer pour vous avant toute chose. Parce que si vous commencez à créer pour quelqu'un, enfin dans le but de plaire à quelqu'un, ça va être de la merde. Donc faut vous faire plaisir avant tout, c'est le principal. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est encore une fois, ne soyez pas gênés. C'est con à dire, mais la gêne, je trouve que c'est un frein dans notre métier, un frein phénoménal. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose, allez voir quelqu'un qui sait et dites-lui « Hey, tu peux m'apprendre, s'il te plaît ?» Et ça marche à tous les coups, en fait. C'est un très beau conseil. N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, en plus. Oui. Attendez, Juliette me dit quelque chose, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, on a dit la même chose. Ah bah super. Oui, mais bon, c'était sûr, ça. C'est normal. Oui. Voilà. Et puis il y a un autre conseil, alors moi ça c'est un autre conseil, je pense qu'elle l'aura pas dit, c'est comment? Ayez conscience que la vie c'est de la merde. Ça c'est sûr, elle l'a pas dit. Ouais, non. Ayez conscience que la vie c'est de la merde et c'est pas grave. C'est pas grave, ouais.
Non, mais c'est vrai. C'est encore une fois, si la vie c'était pas de la merde, ben on créerait pas des bonnes choses. Ah oui, c'est pas faux. Si la dépression n'existait pas, on serait pas heureux. Et inversement. Ça aussi, c'est encore à noter. Non, mais c'est con, hein, mais c'est non, vrai mais que c'est si vrai. tout est plat ou quoi que ce soit, bah ouais, le monde je suis toujours heureux. D'accord. Donc tu ne sais pas ce que c'est que le bonheur en fin de compte. Parce que t'as jamais cette redescente. C'est vrai. Bah après, ça Eh oui. serait monotone. Bah voilà, après c'est monotone. C'est en fin de compte, est-ce que du coup la monotonie c'est le bonheur? Bonne question. Ça, vous avez 4 heures. Mais c'est que ça en fait. C'est pas mal, on fait un peu de philosophie dans ce podcast. Ouais, mais oui, un peu de tout. Ouais, alors oui, moi j'aime bien. Ça c'est ma façon aussi d'écrire. Hein, de toute façon, c'est que je pars dans tous les sens au niveau philosophie. Ouais, mais c'est intéressant. Bah ouais. Il paraît. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête, effectivement. Parce que ça y est, nous, je crois qu'on arrive au bout de nos questions. Ok. Bah du coup, je vais juste rajouter une chose. C'est surtout bon appétit. Ah oui. Ah oui. Ah, ça marche pas ça? Si, tout Si, bien sûr. Non, mais franchement, non, je crois que j'ai rien à rajouter en somme. Ouais, non, je crois qu'on a tout dit, ouais, effectivement. Ouais, bah en tout cas, bah, merci parce que c'était. Ah ouais, c'était très intéressant. Ouais. Bah, de rien, avec plaisir. Tous les deux d'affilée, en plus, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ouais. Ça se complète hyper bien. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, oh, pourquoi laisser passer du temps entre les deux? Allez, on y va à chaud là. Bah ouais, parce que vous vous complétez tellement que ça fonctionne, quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. Mm-mm. Bon, on a de la chance à ce niveau-là. Ok. Et ben, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, en soi, vous pouvez m'avoir sur Instagram au nom de Zanaliette. Je vais vous l'écrire. Comment ça s'écrit comme ça? Hop là. Comme ça, on mettra tout ça en description. Ouais. Voilà, vous pouvez me trouver à ce nom-là. Alors attention, je partage pas souvent grand-chose. La plupart du temps, les gens me contactent soit là-dessus ou soit sur Discord. Ok. C'est simple aussi. La plupart de mes étudiants ils me contactent là-dessus. Ok. D'accord. Voilà. Et du coup, le nom de ta trilogie qui est pas encore sortie. Tu veux faire de la pub en amont? Ouais. Alors, du coup, il y a, je vais vous les marquer en même temps, le premier tome, hop là, c'est le Masque du cauchemar. Le deuxième tome, c'est Paradis souillé. Et le troisième, je suis pas encore tout à fait sûr, mais j'aime bien pour le moment celle-là. Hop, La chute d'un dieu. Ah, Et ton nom d'auteur, c'est ton prénom? Non, mon nom d'auteur, c'est Zanaliette. C'est Zanaliette. Ok. Donc on pourra te trouver sous ce nom-là. Ouais. Dites-vous de toute façon que si vous voyez un Zanaliette quelque part, il y a de très fortes chances que ce soit moi. On ira à la recherche alors dans les librairies. Je sais jamais. J'avoue. On va faire une quête maintenant. Non, mais vous pouvez me trouver aussi sur d'anciennes vidéos de reportages ou quoi que ce soit. Si c'est marqué dans les crédits Zanaliette, c'est moi. Ok. Trop bien. Super. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Eh ben de rien, ce fut un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Et ben du coup, à plus. Bah oui, à bientôt. Et bah à bientôt. Ça marche, à bientôt. Quoi. À bientôt. Bisous à tous. Bisous.